Pierre Mitre, Jean-Claude Guillot et Gladys Larose. Installez-vous. Bien. Rapide présentation. Bon, Pierre Mitre est le président de l'Union nationale des économistes de la construction et je lui demande de nous parler de la maquette numérique, de BIM, pour ceux qui aiment les acronymes anglo-saxons, et en particulier de nous montrer comment le terme maquette est absolument réducteur de cette révolution. C'est beaucoup plus qu'un sujet de maquette. Et d'ailleurs, je lui ai refusé, je le dis benoîtement devant l'assistance, de présenter des dessins qui sont absolument remarquables. Donc il va faire cet exercice, ce tour de force, de nous parler d'une maquette numérique sans dessin, juste avec la voix. Ensuite, nous enchaînerons avec Jean-Claude Guillot, qui est le président de la Fédération française des entreprises de génie électrique. La maquette numérique porte sur la conception et la gestion des bâtiments, mais on voit bien qu'on monte en charge aujourd'hui un niveau d'équipement technologique des bâtiments, dans le tertiaire bien sûr, mais dans l'habitat. Et on voit de plus en plus des questions de connectivité des systèmes, de gestion à distance, de mise en sécurité, de génie climatique, je dirais des concepts de confort qui vraisemblablement n'étaient pas existants il y a encore une vingtaine d'années, donc il nous éclairera sur l'équipement technique des bâtiments. Et puis nous terminerons avec Gladys Larose, qui nous présentera le projet Linky, qui est un énorme projet mené par ERDF, qui est un projet qui vise à équiper tous nos foyers de compteurs intelligents. Donc elle nous présentera ce qu'est ce projet et elle nous dira surtout comment est mené dans les 5 années qui vont venir cet énorme projet en termes d'équipement et bien sûr en termes d'adaptation des compétences pour ceux qui vont procéder à ces installations. Pierre Mitre, la parole est à vous. Merci. Ah oui, c'est pas facile en fin de compte de parler d'un sujet qui est très imagé. Mais bon, on ne m'a pas demandé de le chanter, donc ça va encore. Merci de m'avoir invité. Et c'est vrai, Étienne Crépon disait qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'interventions sur le sujet. Alors, je suis là en tant que président de l'Union nationale des économistes de la construction, mais aussi en tant que vice-président de Mediaconstruct, et j'en parlerai tout à l'heure, qui est un petit peu l'organisme qui gère les formats d'échange. Et puis aussi, j'ai co-piloté un rapport dans le cadre du plan bâtiment qui s'appelle BIM, maquette numérique et gestion du patrimoine, qui a été un petit peu l'effet déclencheur de ce qui arrive aujourd'hui. Alors, dans notre monde du bâtiment, on dit toujours qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Et quand on regarde sur du temps de la construction des pyramides, où on a fait des dessins sur du papyrus, et puis on a évolué vers la pierre, le parchemin, le papier. On est arrivé au calque, avec les tire-lignes, les rotring, et puis il y a eu certains ont dit une révolution, et je dis non, il y a eu une évolution quand on est passé à la CAO, où en fin de compte, le trait était dessiné par un ordinateur, avec quelqu'un toujours au bout, parce que ça n'a rien changé à la capacité de l'homme qui tire le trait. Et puis, bon, les outils de communication, les traceurs ont fait qu'on a pu passer de l'information un petit peu plus facilement. Mais en fin de compte, je veux dire, du papyrus à la table traçante, on a passé que des traits. Et en fin de compte, c'est le mode de traçage qui a évolué. Et je pense qu'il y avait plus à faire. Alors on a vu apparaître à un moment de la 3D, des images de synthèse, mais en fin de compte c'était des images, c'était une représentation graphique pour un petit peu mieux comprendre notre monde du bâtiment, nos bâtiments, parce qu'on sait bien que pour un profane, de voir quelque chose qui tourne, qu'on puisse rentrer dedans, c'est beaucoup plus parlant que de regarder un plan, une coupe. Donc il y avait des gens qui se posaient la réflexion de se dire comment est-ce qu'on pourrait représenter nos bâtiments. Et puis ça tombe bien parce qu'on est à Toulouse, un peu le berceau de l'industrie aéronautique française. Et quand on regarde le monde de l'aéronautique et le monde de l'automobile, alors je vous arrête tout de suite parce qu'on me dit non mais tu vas comparer un monde où là on fait de la série, nous du bâtiment on ne fait que des prototypes. Alors je dis écoutez, sinon on va clore le débat si on part avec ce principe. Je pense qu'aujourd'hui les bâtiments que l'on fait sont un assemblage de produits industriels. Donc
voilà, c'est la mise en œuvre et la conception architecturale qui à chaque fois est un prototype, mais il y a quand même une grande masse qui vient du monde de l'industrie. Quand on regarde le monde de l'automobile ou de l'aéronautique, eh bien, les acteurs sont sur un secteur très diffus. Le risque, quand on construit un avion qui emmène un certain nombre de passagers à une certaine altitude, je pense qu'il est quand même plus risqué que les bâtiments que l'on fait. Et donc les précautions qu'on doit prendre pour concevoir, construire et maintenir un avion, je pense qu'ils sont d'un autre niveau que ce qu'on pourrait se dire qu'on a pour notre monde du bâtiment. Alors pourquoi n'essayons pas de faire comme le monde de l'aéronautique et de l'automobile? Alors, les acteurs se sont fédérés un petit peu plus facilement parce qu'il y a eu un gros acteur qui a été présent, qui a mis en place un logiciel, je ne citerai pas le nom, c'est des gens qui fabriquent des avions aussi. Donc ça a simplifié un peu les choses. Et donc, tout au long du cycle de vie d'un avion, eh bien, on a des informations. Parce que chaque pièce de l'avion, eh bien, elle a plein d'informations qui sont embarquées pour qu'on puisse comprendre qui a fait, d'où ça vient, quand est-ce qu'on l'a fait, quand est-ce qu'il faut le maintenir, les caractéristiques physiques, chimiques, enfin tout ce qui rentre dans la composition pour faire cette pièce. Alors, si on voulait faire un petit rapprochement par rapport à notre monde du bâtiment, moi je prends l'exemple du... Alors si en aéronautique on va parler un peu de puzzle, là je parlerai plutôt de Lego, pour rappeler la notion de 3D. Alors pour ceux qui ont... Moi j'ai connu la naissance des Lego. Quand on achetait les Lego, on avait des catalogues. Hein, on avait des éléments fenêtres, des éléments briques, des éléments toiture. Eh bien, notre maquette numérique, eh bien, pour que ça fonctionne, mais il faut la ramener à un peu une nomenclature. Alors la nomenclature, c'est ce qu'on appelle le format IFC, Industry Foundation Class, excusez mon anglais. En fin de compte, c'est une arborescence de produits qui correspondent à des murs, des poutres, des fenêtres, un interrupteur, un élément de climatisation, tout ce qui rentre dans la composition d'un bâtiment. Alors, comme je n'ai pas le droit de faire mon petit PowerPoint, je retourne ma petite trace. Donc tout ça fait que ça fait un langage commun à tous les acteurs. C'est un format d'échange qui permet, du moment que le logiciel est en capacité de lire le format IFC, eh bien, il peut travailler avec, récupérer de l'information d'une autre personne qui aura monté cette information à partir de ce format. Alors, tout à l'heure, bon, le mot maquette numérique, alors, bon, c'est très réducteur, mais il faut savoir que le mot maquette numérique, on en a parlé dans les années 2005-2006, quand la DG6, qui est devenue DGE, avait lancé un appel à projet multi-compétences, multi-secteurs, sur comment la transformation, la diffusion de l'information pouvait avoir une incidence sur l'économie. Hein, je parle que c'était le ministère des Finances qui avait mis en place cette démarche. Et pour le bâtiment, ben nous, on a essayé de vendre cette fameuse... alors, on ne savait pas comment dire, donc on a lancé le mot maquette numérique pour le rendre un petit peu plus accessible à tous. Alors, c'était peut-être réducteur, mais ça a permis un peu de lancer les choses. Alors, maquette numérique, BIM, donc c'est nos amis anglo-saxons. Alors, BIM, Building... information modeling ou building information model. Bon, nous on a essayé de traduire à la française. Alors on s'est fait taper sur les doigts et je vais vous le dire tout de suite. Nous on a traduit ça à bâtiment et information modélisée. Alors modélisé, au début ils l'ont écrit ils l'ont accordé au féminin avec les informations. Et vous savez que c'est le masculin qui le remporte sur le féminin, excusez-moi mesdames, c'est la grand-mère. Et donc on a dit non, c'est le bâtiment et les informations qui sont modélisées. Donc on a enlevé le... Et là, ce sont les gens des infrastructures, les gens du TP qui m'ont dit, t'es bien gentil, t'as traduit par bâtiment, mais bâtiment par rapport à building. Building, c'est l'ensemble des constructions. Donc tu aurais dû traduire par construction. Ben, j'ai dit oui, mais après on perdait l'acronyme avec notre BIM. On a failli appeler aussi DONUBAT. DONUBAT, données numériques bâtiment. Alors là, il y en a qui m'ont dit, ton nut, tu le veux au chocolat ou à la framboise. Donc on a vu que ça ne marcherait pas parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient commencé à investir la communication sur le BIM. Donc on a dit, on ne change rien. Donc travailler dans un univers du BIM, en fin de compte, eh c'est au lieu d'avoir une multitude de fichiers qui se baladent à droite à gauche, c'est d'avoir
des représentations graphiques, des informations embarquées qui se retrouvent par le biais de ce format IFC et ça permet de dialoguer. Et donc, quand on regarde une maquette, eh bien, en fin de compte, on peut avoir à un moment une nomenclature d'objets, on va cliquer sur un objet, l'objet il apparaît sur la maquette et toutes les informations qui sont liées à cet objet viennent apparaître. Alors, vous pourriez me dire, bon, bah, c'est bien, c'est un bel avancement. En plus, ce qui est très important, c'est que les objets, et par rapport à ce que diront mes voisins tout à l'heure, c'est que ces objets, ils communiquent entre eux. C'est-à-dire que quand on dessine, je prends l'exemple de la structure, le poteau, il sait que dessus le poteau, il y a une poutre, et que la poutre, il y a une dalle qui repose dessus. Quand on fait des calculs en structure, bah, c'est intéressant de savoir comment tout ça, ça se met en place. Quand on fait de la simulation thermodynamique, bah, c'est intéressant de savoir que ça, c'est un mur, que ça, c'est une fenêtre, que la fenêtre, elle est posée dans tel mur, qu'elle a telle référence. Et quand on va faire des calculs, quels que soient les calculs qu'on a à faire, eh bien, de savoir la relation des objets les uns par rapport aux autres. Alors, la révolution, d'accord, c'est de la technique, mais c'est aussi un comportement. On a travaillé un peu chacun de son côté, je te passe l'information. Là, on travaille, c'est un travail collaboratif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les acteurs, ils vont travailler sur un projet commun et il va falloir faire circuler de l'information. Alors, on va parler un peu de l'information. Toute cette maquette numérique, cette information, ne va marcher que si nos amis industriels rentrent dans le jeu. Parce qu'il va falloir que les objets soient compatibles avec la maquette. Et là, les Français, on est un petit peu leader sur le sujet, c'est de mettre en place un dictionnaire de produits prescription bâtiment pour que, quel que soit le produit, je vais aller chercher la bonne information au bon endroit et que ce produit, eh bien, il soit dans cette nomenclature IFC, raccroché à un élément de la nomenclature pour savoir de quoi je parle. Alors, moi, je suis très content quand, dans le cadre des négociations, j'ai devant moi un représentant de chez Signat et un représentant de chez Placo qui, sur le terrain, se tirent des bourres, mais là se disent « Soyons intelligents et faisons en sorte que nos produits puissent dialoguer avec cette maquette et qu'on ne réfléchisse pas à un système chacun de notre côté. » Alors, cette maquette numérique, comment est-ce qu'on va la concevoir au départ? Alors, si on est sur un bâtiment neuf, eh ben, au départ, il y aura un programme. Et puis, il y a un architecte qui va se pencher sur ce programme et qui va mettre en musique le programme. Et au lieu de dessiner des traits, eh bien, il va dessiner avec ce format objet. Et il va commencer à monter son bâtiment. Si on est dans le cadre du monde de la réhabilitation, eh bien, aujourd'hui, on travaille sur des techniques de scannage 3D des bâtiments. On récupère des nuages de points et on remonte le bâtiment et on renseigne les objets du bâtiment en les requalifiant, en disant ça c'est un mur, ça c'est une porte, ça c'est une fenêtre, ça c'est une poutre, pour qu'en fin de compte, eh bien, on puisse arriver à faire un avatar de ce bâtiment existant pour que tout le monde puisse travailler derrière. Alors, la grosse différence, c'est que si à une époque, au bout du clavier, on a mis des gens qui savaient manipuler l'informatique, là avec la maquette numérique, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il faut être bon. On construit dans la boîte avant de construire sur le terrain. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une représentation graphique. Là, je dessine des objets qui communiquent les uns avec les autres, et en fonction de l'interlocuteur, il va aller voir ce qu'on a essayé de concevoir. Cette information, je dis que le BIM doit être le retardateur de la mise en action des marteaux-piqueurs, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur le chantier, eh bien, comme on n'a pas parfois passé assez de temps en amont à la réflexion d'un projet, eh bien, voilà, il y a des problèmes. Il y a un poteau qui n'est pas au bon endroit, il y a une poutre qui empêche de passer la gaine. Donc, un exemple, parce que le BIM, ce n'est pas tout ou rien, mais un exemple tout simple, c'est que le BIM, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle des détections de clash. Les objets qui sont tracés dans l'espace, eh bien, on peut les superposer et de voir que la poutre, eh bien, elle empêche de passer la gaine. On prend l'exemple de la Philharmonique de Paris. Bouygues, sur le terrain, n'a utilisé la maquette numérique que pour faire la détection des clashs, pour voir comment la charpente métallique ne va pas contredire la structure béton et que l'ossature métallique ne traversait pas la peau intérieure ou ne traversait pas la peau extérieure. C'était un exemple tout simple, mais rien que déjà de faire ça, c'est déjà beaucoup. Pour que tout ça fonctionne, parce que vous comprenez, il y a une multitude d'informations, il faut travailler, et c'est là, j'ai pas peur des outils, des logiciels, j'ai pas peur des hommes, parce que tout le monde s'adapte.
il va falloir trouver l'espace collaboratif sur lequel on va pouvoir travailler. Donc la mise en place de ces plateformes collaboratives. Et ça, c'est très important. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la plateforme collaborative. Qui la prend à sa charge? Qui la met à disposition des acteurs? Là, il y aura de grandes discussions sur le sujet. Si on avait le PowerPoint, on verrait une vache avec un entonnoir sur la tête, on verrait une vache folle. L'histoire de la vache folle, c'est qu'à un moment, il y a eu une rupture dans la chaîne au niveau de la traçabilité de l'information. Donc, il faut que cette information puisse être traçable. Et il y a un mot qui apparaît. Alors, il y a un métier. Alors, quand on me dit métier, je lève les bras. Je dis non, c'est pas un métier, c'est une fonction de BIM manager. Alors, on est à Toulouse, on est dans les avions. On a des très bons pilotes. Mais s'il n'y a personne qui est là pour lui dire tu peux atterrir, tu peux décoller, ça va être un carnage. Donc, il faut bien quelqu'un qui régule l'information. Donc, pour moi, le BIM manager, c'est un aiguilleur du ciel. Alors, le BIM manager, en fonction de son métier de base, il peut prendre des décisions, il peut interférer sur le système constructif. Mais aujourd'hui, quand j'entends des ayatollahs qui arrivent sur le marché, qui disent qu'ils savent manipuler le système et que c'est eux qui vont être les chefs et qui vont résoudre tous les problèmes, je m'excuse, ils feront en fonction des besoins des gens. Et si le gars, il est d'essence architecte ou qu'il est d'essence bureau d'études structure ou influide ou économiste, eh bien, il va faire le BIM manager, mais ce n'est pas lui qui va résoudre les problèmes de l'ensemble. Pour moi, je dis le BIM, c'est un peu l'espéranto du monde du bâtiment. Ça doit permettre de faire communiquer tous les acteurs, parce qu'ils sont nombreux, que ce soit les gens qui font de la structure, les gens qui font de l'architecture, les gens qui font de l'acoustique, les gens qui font de la thermique. Il faut que tous ces gens ils puissent collaborer entre eux. Et là, avec cet outil-là, je pense que les échanges vont être de bonne qualité. Un point important dans la notion de maquette numérique, c'est la 3D, oui, mais aussi c'est la 4D. C'est la gestion du temps, c'est la gestion des produits, c'est la planification. Et comme tout à l'heure, on a parlé de détection de clash géométrique, eh bien on peut gérer aussi la gestion de clash temporel. Je prends l'exemple, vous avez comme les objets communiquent entre eux, vous avez un revêtement de sol que vous allez poser sur une dalle béton. Eh bien, si vous avez planifié, vous dites que le revêtement de sol, quand je le pose sur une dalle béton, il faut qu'il y ait un temps de séchage. Eh bien, si vous planifiez, parce qu'en fin de compte, quand vous allez planifier, vous allez monter les objets les uns par rapport aux autres, eh bien, si vous avez bien réglé, paramétré votre machine, eh bien, votre machine va vous dire « Ah, j'ai un clash temporel, je voulais me faire poser du revêtement de sol sur une dalle qui a été coulée il y a une semaine. » C'est tout simple, mais c'est important. Mon métier, l'économie de la construction, qui est la 5D, alors nous, c'est vraiment l'outil qui nous ravit, parce que pour faire de l'économie de la construction, il faut travailler sur la qualité, la quantité des produits. Donc, cette maquette numérique, on l'absorbe, et derrière, eh bien, en fonction des éléments qu'on va récupérer, on va les qualifier, on va les quantifier pour pouvoir faire notre boulot. Et il y a un moment, il y avait une anecdote avec mes copains archi, je leur disais, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que des fois, il faudrait qu'on mette un compteur, parce qu'au fur et à mesure qu'on tu dessines, qu'on décrit et tout, si on affichait le prix, on verrait par moment qu'on va avoir un petit problème. Et bien, en fin de compte, là, si c'était un mythe, maintenant c'est devenu une réalité. Au fur et à mesure qu'on qualifie, qu'on quantifie, eh bien, si on a mis des prix dans notre base, eh bien, on voit le projet d'un point de vue économique qui s'affiche. Et puis, on ne se pose plus de questions sur le chantier. Quand on parle aujourd'hui de monde de l'artisanat, il n'est pas forcé d'avoir un logiciel extra puissant pour comprendre comment fonctionne une maquette numérique. Aujourd'hui, quand on a fini de travailler, nous, on lui donne une visionneuse. Et même le corleur, il peut regarder et savoir où sont posés les bords de seuil, où est-ce qu'il a des siphons, et le tapis brosse, où est-ce qu'on l'a mis. Ce sont une lecture d'image tout simplement. Il faut que tous les acteurs du monde du bâtiment puissent avoir accès à cet outil. Et le travail qu'on fait avec Bertrand Delcambre, il va bien dans ce sens-là. Et on a commencé à faire un pont entre les entreprises et la maîtrise d'œuvre au niveau d'un appel d'offres. C'est-à-dire que de se dire, aujourd'hui, nos entreprises ont des logiciels de gestion, et nous, on produit des dossiers. Eh bien, il faut qu'à l'intérieur de notre maquette numérique qu'on va lui donner au stade de l'appel d'offres, il puisse aller récupérer des informations. Et au lieu de déplier un plan et de cutcher, eh bien, d'aller récupérer des quantités. Si
le maître d'ouvrage n'a pas confié à la maîtrise d'œuvre la mission d'exé et de faire les quantitatifs, eh bien s'il faut qu'il les fasse, il pourra récupérer de l'information et les incorporer directement dans ce logiciel de gestion. On a mis en place un format qui s'appelle BIM-Métré. On a collaboré avec les gens de la FFB sur le sujet, et puis cet outil, eh bien, on va le développer sur le marché. J'arrive à la fin. La 6D, un bâtiment, c'est des problèmes environnementaux. Et quand on veut faire l'empreinte environnementale d'un bâtiment, on a besoin de plein d'informations. Ces informations, c'est quoi? C'est des quantités d'objets et c'est des natures d'objets. Eh bien, la maquette numérique, si à chaque objet, vous lui rattachez sa fiche FDES, eh bien, vous faites le radar de votre bâtiment, radar environnemental, à une vitesse grand V. Et si vous voulez faire des simulations, changer de système constructif, eh bien, vous verrez l'impact environnemental de votre bâtiment qui va apparaître tout de suite. La 7D, la gestion du patrimoine, eh bien, pareil. La maquette, aujourd'hui, quand vous arrivez souvent chez un maître d'ouvrage, vous lui demandez des plans. Il a eu des DEO, mais alors il ne sait pas où ils sont. Hein. Alors, si on est dans un ERP, parfois, les seules pièces graphiques qu'on a, c'est les murs d'évacuation, les plans d'évacuation qui sont affichés. Alors, on fait une photo, et puis ça permet de nous repérer dans le bâtiment. Donc, c'est quand même un petit peu grave. Donc, il faut que tous ces gestionnaires de patrimoine prennent bien conscience que pour pouvoir gérer, d'avoir une parfaite connaissance va vraiment leur faciliter les choses. Alors, est-ce que c'est demain? Donc, je dis c'est aujourd'hui. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé d'imprimante 3D. Nos amis chinois sont en train de construire des bâtiments issus de la maquette numérique. Ils passent directement dans les imprimantes 3D. Et là, l'autre jour, ils ont construit un bâtiment à étage. Ils construisent niveau par niveau, et après, avec une grue, ils viennent les assembler, et puis ils mettent des connecteurs. L'autre jour, je suis allé dans une toute petite entreprise, enfin petite, ouais, bon, ça dépend ce qu'on appelle petite, qui a installé chez elle une imprimante 3D, parce que parfois, on a des pièces, alors, ils font de la plomberie, ils font de l'électricité, et donc des boîtiers, il n'y en a plus. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont récupéré un, ils le scannent en 3D et ils ressortent avec l'imprimante, ou des coudes qui sont un petit peu compliqués, des culottes, eh bien, ils vont les créer. Donc, je veux dire, c'est pas demain, c'est vraiment aujourd'hui. Alors, cette maquette numérique, ce BIM, la condition pour qu'on puisse la mettre en action, c'est de raisonner sur le cycle de vie d'un bâtiment et c'est de raisonner en coût global. Quand on regarde le coût global d'un bâtiment, on voit que la part fonctionnement, maintenant, c'est 75% du budget, quand on raisonne en sous, en euros, et quand on raisonne en temps, c'est 98%, 95%. Donc on voit bien que l'économie d'échelle, elle est là. Donc il faut que nos gestionnaires de patrimoine, nos maîtres d'ouvrage, soient demandeurs de ces outils, parce que sinon, nous, maîtrise d'œuvre, vous, entreprises, et nos partenaires industriels, ça ne servira à rien si l'outil il n'est pas utilisé. Et puis aussi, un point important, on se rend compte que toute décision prise très tôt, la résolution d'un problème, plus on la prend tôt, moins ça coûte pour résoudre ce problème. Tout à l'heure, quand je parlais d'avoir fait ma détection des poutres, eh bien, j'ai mis 3 personnes autour de la table et on a regardé la poutre, d'accord, on ne va pas la changer, mais la gaine, on va peut-être la passer à droite ou à gauche. La même scène qui se passe sur le chantier, et j'ai le maçon qui est prêt à couler, et il y a la bonbonne de béton qui est là, et elle risque de finir à la poubelle. Le coût financier, il est quand même relativement important. Alors, les risques. Les risques, c'est quand on parle données, cycle de vie, ceux qui ont acheté des magnétoscopes, des cassettes Betamax, aujourd'hui, ils ont un petit peu des problèmes pour les lire. Hein. Par contre, les films des Frères Lumière, on arrive toujours à les lire. Il faut savoir que l'INA, en ce moment, est en train de remettre sous format pellicule des choses qui ont été enregistrées d'une façon numérique il y a quelques années, parce qu'ils se rendent compte qu'au niveau de la technologie, la maintenance des machines, ils ne pourront plus accéder à cette information. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être vigilant sur la maquette numérique, sur la problématique de la conservation de la donnée. Et puis, un point important aussi, c'est la sécurisation de la donnée. Alors nous, dans notre rapport, on avait donné l'image de la carte vitale. La carte vitale, en fin de compte, c'est vous qui l'avez, mais en fin de compte, vous n'allez pas dedans. C'est des prestataires qui vont gérer l'information. Donc il va falloir aussi s'assurer comment l'information qui est mise sur la maquette numérique, comment on y accède, qui accède, qui a la possibilité de modifier. Donc
Nos amis avocats ont voulu déjà rentrer dans le jeu. Oh là, ça va être des sources de complications. J'ai attendez, gérer du papier, des plans qui sont indicés, je pense qu'il y a plus de risques que si, d'un point de vue informatique, on arrive à tracer l'information. Et pour finir, eh bien, une information accessible et pérenne et de la valeur. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est que des gestionnaires de patrimoine qui ont un bien qui est géré à partir d'une maquette numérique se rendent compte que, nos amis assureurs commencent à se dire c'est plus facile de gérer un risque quand on le connaît parfaitement. Et puis, quand on transmet un bien à une autre personne, eh bien, de savoir exactement ce que je lui vends, eh bien, c'est plus facile d'en faire un prix. Voilà. Merci de votre attention. Merci Pierre-Mitte. Dommage que vous repartiez si tôt. Je pense qu'au moment du buffet, il y aurait certainement eu beaucoup de dialogue avec plein de personnes intéressées par ce sujet. Jean-Claude Guillot, du point de vue des équipements techniques, technologiques à la fois dans les bâtiments tertiaires, mais en même temps pour le grand public, dans l'habitat individuel, le sentiment, mais vu par un néophyte de l'extérieur, est quand même d'une certaine sophistication, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus d'équipements techniques des bâtiments qu'on ne le voyait autrefois, et on voit même apparaître des offres grand public, celle d'Orange par exemple, qui propose des kits clés en main de connectivité des systèmes. Voilà. Comment vous voyez le sujet, comment ça se présente, est-ce que c'est des nouveaux standards de confort qui sont de demain? Voilà. D'abord, bonjour à tous. Moi, je voudrais un peu, pour faire une transition, à répondre à mon ami, monsieur Bim, bâtiment, ici et maintenant. On est dans le cœur du sujet. Et tout à l'heure, dans l'intervention de monsieur Crépon, président du CSTB, il a parlé de révolution industrielle, ou plutôt révolution dans le bâtiment. Alors, moi me concernant, rapidement, je suis un électricien qui a démarré en 1965 sur le terrain. Je suis un entrepreneur avant d'être le président de la Fédération française des électriciens et représentant les artisans, les PME, les ETI, voire même de plus grands groupes. Donc j'ai connu aussi plein de révolutions technologiques de différentes manières, etc. etc. Mais la peur n'évite pas le danger. Et la vérité ne doit pas faire peur. Derrière le BIM, on voit bien toute cette numérisation qui se met en place. Je vais même au-delà. On n'en parlera pas aujourd'hui certainement, mais toute cette robotisation qui se met aussi en place. Tu parlais tout à l'heure de l'imprimante 3D pour faire ceci et cela, mais si on fait des recherches, on se rend compte que les robots s'installent partout, dans l'administration, dans les banques, on les voit d'une manière insidieuse, à droite et à gauche et partout. Donc les électriciens aujourd'hui, puis après j'en arriverai quand même dans le cœur du sujet, jusqu'à présent nous avons installé des réseaux électriques. Bon, ça c'est bien connu, d'une certaine manière, on savait faire. Aujourd'hui, concomitamment à cela, parce que je crois qu'on continuera toujours à installer des réseaux électriques, nous allons installer des réseaux numériques. Alors de quelle manière, me direz-vous? Quels sont les enjeux du bâtiment intelligent ou de la maison intelligente, de l'habitat intelligent? Eh bien, les enjeux, ils sont relativement simples. Premièrement, concernant l'énergie, concernant les économies d'énergie que nous devons faire sur les plans énergétiques. Donc on a à gérer ces économies et une bonne gestion de son chauffage, des énergies renouvelables, etc. etc. Puis il y aura peut-être une transition tout à l'heure avec le compteur Linky qui pourra peut-être aussi nous aider. Nous avons bien sûr le confort à gérer. Nous avons la sécurité et la communication. Alors si je prenais dans tous ces détails, on pourrait peut-être en parler toute la journée, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase nouvelle au niveau de cette intelligence du bâtiment. Il parlait de briques tout à l'heure, il parlait d'objets qui communiquent entre eux. Moi, j'ai connu, par rapport à l'expérience, et mon expérience que je vous ai citée tout à l'heure, même des échecs de la domotique il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, avec des systèmes clés en main, systèmes propriétaires qui s'installaient, et puis bon, ça coûtait très cher, et puis le client n'était pas maître de la situation. Aujourd'hui, je pense, en compressant un peu, en allant un peu vite, que
bien, il y a différents acteurs et différentes manières de faire. D'abord, il faut que, pour faire communiquer nos objets dans notre bâtiment, eh bien, il va falloir qu'on ait des outils. Déjà, la communication extérieure. Si on n'est pas raccordé au réseau extérieur, on va pouvoir faire des choses en interne, mais si on ne peut pas les piloter à l'externe et si on ne peut pas faire communiquer aussi plusieurs bâtiments entre eux ou plusieurs éléments entre eux, ça ne va pas. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des travaux qui se réalisent, mais qui ont besoin d'aller encore plus loin et plus vite. C'est cette capacité de communication extérieure. Et puis après, à l'intérieur, eh bien, comment ça se passe? Avant, l'électricien était capable de gérer tout ça un peu tout seul. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les fabricants ont fabriqué des produits et qui sont communicants. Les énergéticiens sont aussi en capacité aujourd'hui, au nombre au moins de 8 à 10, qui sont capables de fournir des box, des systèmes qui sont en mesure de donner les éléments de gestion de l'énergie, faire des économies d'énergie, voire de l'effacement. Et puis vous avez aussi tous les majors, je dirais ça plus simplement, du web, qui sont les Google, qui sont les Facebook et Apple et compagnie, qui sont capables de nous produire des petits outils sur nos appareils, que ce soit les smartphones ou les tablettes ou les tablettes, pour pouvoir aussi communiquer avec tous ces éléments. Alors les industriels sont prêts, les énergéticiens sont prêts, les grands majors qui sont capables de faire communiquer tout ça sont prêts. Il reste plus que deux éléments, enfin je vais peut-être oublier un, mais c'est le client final, que ce soit dans l'habitat ou que ce soit dans la construction de bâtiments à d'autres usages, dans le tertiaire, voire l'industrie, c'est peut-être un peu plus différent au niveau industriel. Et puis l'installateur électricien. On voit bien, puisqu'on a entendu parler, j'ai entendu parler de formation tout à l'heure, qu'on n'est plus dans le même concept des années que je vous ai citées auparavant pour la formation, la connaissance de tout ce que nous avons besoin de savoir. Et aujourd'hui, tous ces éléments-là, nous on n'a pas le BIM pour faire ça. C'est à géométrie variable et c'est très ouvert, eh bien il faudra que tout ça, ça puisse communiquer. Ça veut dire que l'installateur, il aura toujours besoin de communiquer avec son client, de l'aider, parce que quand tout ça sera mis en place, et encore une fois, mais je ne l'ai peut-être pas dit, c'est à géométrie variable. Dans les modèles que je viens de citer, chaque client pourra et peut faire juste à sa mesure, et en rajoutant au fur et à mesure que les choses vont évoluer, qu'un enfant va partir de la maison et puis qu'il va falloir gérer une autre pièce. Alors là, on fera dans des scénarios d'installation, que les gens vont vieillir. On aura besoin aussi, au niveau de la sécurité à la personne, gérer tous ces éléments-là. Eh bien, on voit bien que l'électricien d'aujourd'hui, d'hier et surtout l'électricien de demain, on voit bien que le métier, il y a une évolution, une rupture un peu sociétale, où la communication va être importante avec son client, parce que le client, même s'il est doté de super bons outils, quand il sera un peu embêté, il faudra bien que quelqu'un vienne le conseiller, lui apporter du service, etc., etc. Donc je pense qu'au niveau de la formation, il y aura certainement, il y a déjà, je pense que c'est en place, mais il y aura à faire pour que les jeunes qui vont arriver sur le marché, ou ceux qui sont déjà sur le marché, aient cette capacité d'intégrer tous ces éléments-là, à condition bien sûr que tout ça soit au niveau de l'opérabilité, qu'on ne soit pas dans des systèmes propriétaires, que ce soit ouvert. Et bien sûr, nous voyons là des solutions de marché, des solutions, des demandes nouvelles. Ça existe déjà, à mon avis pas suffisamment, mais avec le BIM qui va nous arriver d'une manière générale, pendant les 10-15 ans, on sera complètement intégré là-dedans. On voit bien que ça marche de pair, tout cela, et que il va falloir nous former, même ceux qui sont déjà en place. C'est pas la formation d'hier ou il y a 10 ans qui va servir, pour pouvoir justement aider nos clients et être capable d'intervenir, conseiller nos clients. Alors, juste un petit clin d'œil, parce que je pense que vous n'allez pas nous parler du Linky tout à l'heure. On voit bien aussi qu'en termes de gestion
de l'énergie, avec le compteur Linky, derrière ces box qu'on pourra installer, et tous les éléments communicants qui seront derrière, on pourra faire une multitude de choses, et je dirais presque à l'infini, en fonction du besoin du client, parce qu'il ne faut pas oublier que le client est et sera de plus en plus prescripteur, c'est lui qui décide de ce qu'il veut, c'est pas le fabricant, c'est pas l'installateur forcément, même s'il peut y avoir des incitations. Et là, je pense qu'il y a un horizon intéressant, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, des ruptures, ça ne va pas se faire tout seul, aussi bien en termes de formation qu'en termes pour nos entreprises que je représente, de s'adapter à cette nouvelle donne. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Bon, j'ai pas de notes, moi non plus, je veux pas être prolixe. J'ai sûrement oublié des choses importantes à vous communiquer. Je ne sais pas s'il y a des questions possibles ou pas, mais moi je suis à votre disposition, sachant que je suis persuadé que les fabricants aujourd'hui sont en capacité de livrer le jour venu, ils sont prêts à livrer tous les produits sur le plan, comment je vais dire, au niveau logistique, capacité de production, on est capable de faire, mais bon, c'est le client demain qui va décider, puis l'évolution de tout ce que nous a parlé un petit peu en avance. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Pierre Mitt veut rebondir. Oui, parce que tu as dit quelque chose d'important, de pas rentrer dans les formats propriétaires. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais une casquette de Mediaconstruct. Il faut savoir que ce fameux format IFC, qui est un format non propriétaire, c'est un format ouvert. Il est géré au niveau mondial par une institution qui s'appelle Building Smart International. Et pour la partie francophone, c'est Mediaconstruct, dont je suis le vice-président. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est qu'on ne veut pas que, quels que soient les acteurs, on soit pris en otage par un format. C'est-à-dire que, voilà, il faut que le format d'échange, il faut que ta donnée elle soit ouverte. Et qu'en fin de compte, si tout le monde utilise le format IFC, après chacun fait son logiciel qui est en capacité de communiquer en fonction de son besoin. Je suis plombier, peintre, je suis enseignant, je suis qui je veux, j'ai besoin de pouvoir accéder à l'information de la maquette pour faire mon métier. Eh bien, soit aujourd'hui, j'ai un logiciel qui fonctionne très bien aujourd'hui, et il faut que je trouve la solution pour les connecter sur cette maquette pour qu'ils puissent reconnaître les objets. Alors, les formats propriétaires fonctionnent, mais ça veut dire qu'il faut que tout le monde achète les logiciels dans la même maison. Mais ça, c'est un choix, si les gens ont envie de le faire. Par contre, les gens qui travaillent sur du format propriétaire, on leur a dit, ayez l'intelligence de pouvoir, à un moment, avoir un export IFC pour que si vous ne travaillez pas qu'avec des gens qui ont acheté le logiciel chez vous, qu'ils puissent quand même communiquer avec les autres. Et ça, c'est un point super important, parce que le plan de transition numérique à la française ne passera pas si on ne va pas dans ce format IFC. Et Étienne, avant qu'il parte, a parlé de l'exemple anglais. Alors, on a beaucoup parlé des Anglais. Pourquoi ? Parce que l'État a mis de l'argent sur la table. L'État a mis 19 millions de livres pour faire avancer le BIM à l'anglaise. Nos amis anglais ont fait 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'ingénierie, la construction, la papa. Et puis le deuxième niveau, c'est l'échange de données à partir d'un format qui s'appelle le COBI. Le COBI, c'est un matinée goré cochon d'Inde, un accouplement bizarre d'une base de données et puis d'un format Excel, où en fin de compte, on échange que des informations, mais c'est que du numérique, il n'y a pas de représentation graphique. Et le niveau 3, eh bien, c'est vraiment de rentrer dans la notion de la maquette numérique, du format objet, et on était content quand même de voir que nos amis anglais, sur des slides, ont fait apparaître la notion d'IFC. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions, mais on va d'abord passer la parole à Gladys Larose sur le projet Linky. Alors bonjour à tous, merci Monsieur Guillaume parce que vous m'avez amené le sujet Linky sur un plateau. Alors je ne sais pas si je dois vous remercier parce qu'il y a pas mal de sujets finalement qui ont été déjà un petit peu abordés, donc j'espère que je ne serai pas répétitive et si c'est le cas je m'en excuse d'avance. On vous l'a dit en introduction, Linky c'est un projet industriel qui est majeur en France aujourd'hui. Il s'agit de remplacer 35 millions de compteurs
dans 35 millions de foyers, donc chez vous. On sera chez vous bientôt, dans quelques années, sur 6 ans. Alors voilà, déjà la première date, c'est que ça va se faire sur 6 ans. Ça va commencer le 1er décembre 2015. On va commencer par une première tranche de 3 millions de compteurs qu'on va poser en 1 an, donc jusqu'à la fin de l'année 2016. Et ensuite, on en posera 32 millions en 5 ans, avec en période de pointe, 8 millions par an. Alors, quand je vous dis chez vous, ça sera quand? Parce que c'est une grande question qu'on nous pose à chaque fois qu'on commence à parler de Linky, c'est ça arrive quand chez moi? Donc, il y a un plan de déploiement, je ne connais pas toutes les villes, vous imaginez bien, les 36 000 communes, quand est-ce que ça arrive? Il y avait 2 façons finalement de venir apporter ces compteurs, enfin de venir remplacer ces compteurs. C'était soit de se dire, on a 6 ans, on coupe la France en 6, et puis on fait... chaque partie, une partie par année. On a choisi un autre système, peut-être parce que c'est plus joli, qui s'appelle en tache de léopard. Alors, moi non plus, j'ai pas de visuel aujourd'hui, je suis très triste aussi. J'aurais pu vous ramener un compteur Linky, mais j'y ai pas pensé. Bon, désolé. C'est un système, en fait, où on va attaquer la France partout en même temps. Et on va se répandre en taches d'huile. Je suis très dans les images aujourd'hui. Pourquoi on a choisi ce système-là? C'est parce que derrière le projet Linky, derrière 35 millions de compteurs à remplacer, il y a 35 millions de compteurs à fabriquer, il y a 35 millions de compteurs à poser, il y a 35 millions de compteurs à recycler. Et donc derrière, il y a de l'emploi. Linky, c'est 10 000 emplois qui vont être créés en France. Et en fait, en travaillant sur toute la France en même temps, et en se répandant en taches d'huile, on garantit un emploi pérenne sur 6 ans dans tous les territoires français. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait attaqué par zone géographique. Voilà. Donc, on va travailler avec de nombreuses entreprises. Alors, j'entendais parler de formation tout à l'heure. Nous aussi, on a un gros défi puisqu'on va gérer à peu près 1000 entreprises de pause. Il y en a 1700 qui ont candidaté. Il y a eu un appel d'offres récent. On est en train de... Enfin, pas moi, mais il y a des gens qui sont en train de dépouiller cet appel d'offres. Donc, ces entreprises, il va falloir qu'on les suive, qu'on les gère. Et c'est aussi des milliers d'emplois au sein de RDF qui vont évoluer. Donc, finalement, Linky, d'ores et déjà en termes d'emploi, de transformation, c'est un projet assez important. Alors, au-delà de la pose de ces compteurs, de l'accompagnement des clients, vous en avez parlé, et ça, c'est très, très important parce qu'on parle beaucoup à la place des clients quand on parle transition énergétique, quand on parle Linky. Mais finalement, il y a des personnes qui vont être incontournables, c'est les clients, et ce qu'ils vont faire finalement des données qu'ils vont avoir à disposition grâce à Linky, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, on a un rôle d'accompagner les clients, d'accompagner nos partenaires, d'accompagner les différentes parties intéressées, dont vous. Parce que c'est un sujet de transformation assez important. Linky, c'est un petit boîtier vert que j'ai pas aujourd'hui, mais c'est aussi et surtout un système. Parce que Linky tout seul, c'est un compteur qui compte. Pour qu'il communique, il faut créer un système d'information assez colossal. Encore une fois, on garde toujours en tête de gérer 35 millions de données qui sont issues de ce compteur. Donc on a évidemment créé ce système et derrière ce système il y a des choses qui sont très, très importantes pour nous, pour ERDF qui est une entreprise qui a une mission de service public, c'est la protection des données personnelles dont j'ai entendu parler aussi un petit peu tout à l'heure. Donc finalement c'est vrai que cette table ronde elle a du sens. On était assez connectés. La protection des données personnelles, la cybersécurité puisqu'on se prépare évidemment à protéger l'ensemble du système. On a un système de chiffrement sur l'ensemble de la chaîne communicante. Et donc voilà, ça c'est aussi un des grands enjeux de Linky. Alors vous allez me dire, depuis tout à l'heure, vous nous dites que tout ça c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de logistique, qu'il y a beaucoup de gens, et finalement, pourquoi vous faites tout ça? À quoi il va servir ce compteur? C'est vrai que les actuels compteurs, ils font très bien leur boulot. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça marche super bien. Donc voilà, on paye. C'est vrai qu'ils remplissent, ils sont adaptés à leur univers, mais aujourd'hui, c'est un univers qui est assez réglementé. Linky, ça va être une façon,
en ayant un compteur communicant qui gère beaucoup de données, de permettre et d'anticiper ce qui est en train de se passer, c'est l'ouverture du marché de l'électricité. C'est des fournisseurs d'énergie qui sont différents, qui vont vouloir vous proposer des offres qui sont adaptées à vos comportements de consommation. Aujourd'hui, c'est difficile parce que tout ça est très réglementé. Demain, ça va s'ouvrir et il fallait un compteur qui soit en capacité de gérer des grilles tarifaires différentes et de pouvoir offrir aux consommateurs le choix sur les offres qu'ils choisiront. Je ne vais pas faire un parallèle avec la téléphonie, mais je pense que vous l'aurez tous en tête, même si je reste prudente parce que pour moi, le secteur de l'énergie, c'est quand même pas le secteur de la téléphonie. Ces consommateurs, justement, on en a déjà parlé, mais c'est pour nous, eux, les premiers bénéficiaires du compteur Linky. D'abord, alors aujourd'hui, vous payez, mais vous payez sur la base d'estimation. Demain, le compteur Linky va permettre que chaque facture sera faite sur la base de consommation réelle, puisque tout sera télérelevé à distance. Fini la demi-journée qu'on pose pour attendre le technicien ERDF et pour qu'il fasse le relevé, parce que tout ça va se faire à distance et vous pourrez le suivre. Ça, c'est une autre partie, c'est la partie consommateur sur laquelle je vais revenir. Ça va permettre des interventions à distance pour le changement de puissance, pour la fermeture d'un compte, etc. Donc, c'est beaucoup de facilité qui va être amené aux consommateurs. Donc ça, c'est dans la vie quotidienne. Et puis, Linky, il voit ce qui se passe en termes de consommation. Alors, je viens tout de suite sur « il voit ce qui se passe ». Non, Linky ne voit pas si vous êtes dans la douche. Ça ne nous intéresse pas. Et on ne le verra jamais. Parce qu'en fait, on travaille avec la CNIL et on respecte des engagements très importants de la CNIL où, en fait, les données qui sont transmises sont des données globales et toutes les 24 heures, qui vont nous permettre, nous, d'avoir une visibilité, de pouvoir donner les informations aux fournisseurs qui vont ensuite facturer, mais qui ne vont pas nous permettre de voir si vous êtes à tel endroit, etc. Et puis, on ne va pas gérer ce genre de choses. Voilà. Je tenais à faire cette précision parce que ça reste encore un sujet, à chaque fois que j'interviens quelque part, qui reste souvent, en tout cas, on me pose beaucoup de questions sur le sujet. Donc des interventions plus rapides dans des zones parfois reculées. Aujourd'hui, vous vous doutez bien que quand on intervient en montagne, ça peut prendre plus de temps dans des zones particulièrement rurales. Là, étant donné que c'est un pilotage à distance, on va détecter les problèmes plus vite, pouvoir soit intervenir à distance, soit intervenir très très rapidement chez le client parce qu'on saura exactement ce qui se passe. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la possibilité pour les consommateurs qu'ils souhaiteront, qu'on aura accompagnés, parce qu'il faut qu'on les accompagne, mais il faut vraiment qu'ils le souhaitent, de devenir des consommateurs, c'est-à-dire de suivre leur consommation en kilowattheure. Donc, on va leur mettre, en même temps qu'on leur mettra à disposition le compteur Linky, un espace Internet sur lequel ils vont pouvoir suivre leur consommation, sur lequel ils vont pouvoir se comparer avec des logements semblables, sur lequel ils vont pouvoir également se mettre des alertes en disant ah tiens, le mois dernier j'avais consommé ça, je vais mettre une alerte ce mois-ci pour voir à partir de quand je le dépasse. Tiens, j'ai reçu ma belle-mère pendant 3 jours. Ça va pas. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un sujet qui est très important et on est sensible évidemment à ces questions-là, mais ça dépend aussi et bien sûr du comportement individuel et de la volonté des consommateurs qu'on se doit d'accompagner, mais qui auront derrière le libre arbitre pour faire les choix dans ces domaines-là. Alors, à l'heure de la transition énergétique, où on entend beaucoup parler de bâtiments énergie positive, de smart greens, finalement, Linky, ça constitue cette brique un peu fondamentale. On n'est pas seul, on n'est pas le centre du monde, on n'est pas seul, mais on est un élément important qui va permettre finalement cette révolution technologique autour des bâtiments, des comportements en termes de consommation d'énergie.
Ce compteur nouvelle génération, concrètement, il va permettre quoi, par exemple? De mieux gérer certains flux, puisqu'on va voir ce qui se passe, et pour gérer l'équilibre offre-demande sur le réseau, on va pouvoir mieux gérer ça. Pour la mobilité électrique, par exemple, les véhicules électriques, grâce au compteur Linky, on va pouvoir faire en sorte que tout le monde, que ça ne se recharge pas en même temps, puisqu'on pourra piloter à distance ce genre de choses. Pour le bâtiment maintenant, puisqu'on est quand même à une journée et dans une table ronde où on parle de bâtiments intelligents, Linky va également permettre d'être connecté à des équipements du consommateur pour étendre son usage. Parce que, je le redis, le rôle du distributeur, le rôle de Linky, c'est un compteur qui compte quand même. Voilà. Par contre, effectivement, c'est un compteur communicant, donc derrière, il peut se passer beaucoup de choses avec d'autres acteurs qui vont développer des box, un certain nombre de choses. Et le rôle de RDF, c'est de faire en sorte que ce soit, vous avez employé le mot tout à l'heure, interopérable. C'est-à-dire qu'on puisse associer un certain nombre d'éléments ensemble et que ça fonctionne. Parce que nous, nos compteurs, on les met pour 20 ans. C'est 5 milliards d'euros d'investissement, donc il faut que ça fonctionne. Donc notre rôle, ça va être d'être vigilant avec tout ce qui se passe derrière le compteur, mais sachant que ce n'est plus vraiment de la responsabilité du distributeur. Linky, par exemple, pour ceux qui vont le souhaiter, va permettre de donner en temps réel, comme si vous suiviez votre compte bancaire, vous allez pouvoir suivre sur votre télé, sur votre smartphone, ce qui se passe au niveau de votre consommation en temps réel. D'ailleurs, il y a dans le projet de loi sur la transition énergétique, c'est quelque chose qui va être rendu obligatoire pour les populations en situation de précarité, par exemple. Vous allez également, avec d'autres outils, pouvoir piloter certains appareils de la maison. On pense au ballon d'eau chaude, on peut déjà le faire, mais on va pouvoir le faire avec d'autres appareils. D'accord ? Donc, voilà, c'est vraiment un outil de l'intelligence de la domotique. Ce n'est pas lui qui va faire tout seul. Il va falloir connecter d'autres choses à Linky, mais en tout cas, il le permettra. Voilà. Donc notre rôle à nous, c'est vraiment de déployer ces compteurs, de faire en sorte que chaque consommateur, de faire en sorte que les professionnels du bâtiment, parce qu'aujourd'hui je parle à des professionnels du bâtiment, comprennent à quoi sert ce nouveau compteur. On ne veut pas lui faire dire plus de choses ou lui faire faire plus de choses que ce qu'il ne fait. On sait que c'est un élément aujourd'hui important d'une révolution technologique assez globale dans un univers de la transition énergétique. Et notre rôle, c'est de faire en sorte d'être au rendez-vous le 1er décembre 2015 pour poser des compteurs, que ça se passe bien chez les gens, qu'ils comprennent pourquoi on fait ça, et puis que très rapidement ces compteurs soient communicants et permettent des améliorations en termes de maîtrise de l'énergie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Gladys Laroche, je vais relancer vers vous une question parce que je trouve que l'AFPA en sait un peu plus, mais vous avez mis en place un plan de développement des compétences extrêmement particulier, et notamment avec le souci avec les centaines, les milliers de sous-traitants que vous allez avoir, de pouvoir garantir une qualité sans faille. Et là, on est dans la formation, dans le développement des compétences, et dans un accompagnement au déploiement, certes technique, mais aussi, je dirais, des compétences des opérateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, donc l'appel d'offres vient d'être lancé. Effectivement, c'est un vrai enjeu pour nous. Il y a à peu près 1000 entreprises, enfin je vous dis 1700 qui ont été candidates, 1000 ou peut-être plus, je n'ai pas les données exactes qui vont être retenues, qui ne sont pas toutes que des grosses entreprises, qui ne sont pas toutes des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler, parce qu'on a voulu ouvrir le marché, on l'a dit, c'est un projet, et je le précise d'ailleurs, il y aura d'autres appels d'offres qui vont se succéder, parce que là on a travaillé sur les 3 premiers millions de compteurs qu'on va poser
entre le 1er décembre et le 31 décembre, mais il y a quand même 32 autres millions de compteurs, donc voilà, les appels d'offres vont se succéder. Donc effectivement, on a fait des cahiers des charges sur lesquels on veut accompagner les entreprises, il faut qu'ils aient un certain nombre d'habilitations, on veut également qu'ils travaillent, il y a tout un volet sur la relation client, parce qu'ils représentent l'image de RDF et que c'est pas 35 millions de contacts clients parce qu'il y a des gens chez qui qu'on verra pas, leurs compteurs sont accessibles dans les colonnes montantes, dans les immeubles, mais on va quand même aller dans 40% des cas chez les gens. On va rentrer dans leur propriété. Donc derrière, il y a toute une relation client, il y a tout un accompagnement, il y a des gestes techniques qui sont très particuliers. Donc effectivement, ERDF travaille avec Pôle emploi, avec un certain nombre d'acteurs nationaux pour accompagner les entreprises sur ce sujet-là. Et on a des cahiers des charges très très précis dans le domaine de la formation. Merci beaucoup. J'en profite pour faire un clin d'œil aux collègues de l'AFPA des régions qui sont dans la salle. Donc vous comprenez l'ampleur du projet Linky et vous voyez pourquoi l'AFPA se mobilise pour accompagner l'ensemble de ces opérateurs. Pierre Mitsch, je reviens vers vous parce que en regardant, parce que moi j'ai eu le droit de regarder, et puis j'ai un peu farfouillé, voilà. La maquette numérique, c'est un rêve éveillé, c'est-à-dire que ça fait tout. Enfin, quand on le voit, et avec votre engagement fort sur le sujet, c'est merveilleux. C'est-à-dire, ça fait le plan, on voit en 3D, on voit toutes les forces, on voit les structures, on voit tous les objets, on voit toute l'interconnexion entre les objets, on a des catalogues d'objets, ça calcule les prix tout de suite, la vitesse de la lumière dès qu'on change quelque chose, on a les plans dans toutes les dimensions qu'on veut avoir, et l'ensemble des opérateurs se fédèrent sur un système interconnecté. Bon. C'est fabuleux. Bon, alors, après, j'allais dire, dans la vraie vie, et moi, dans un chef-lieu de canton que je fréquente, voilà, dans une campagne, je rencontre des artisans, voilà, je fréquente des artisans plombiers, des artisans électriciens, des artisans couvreurs. J'ai le sentiment de changer de galaxie. Et alors, je me dis, entre ce que vous décrivez, qui certainement sera mis en œuvre dans le cadre de très grands projets. Je ne doute pas que les majors du BTP, sur des très gros projets, mettent en œuvre ce type de technique, de technologie. Par contre, quelle est la distance, je dirais, à parcourir avec 90% d'entreprises qui fonctionnent sur des modes, on va dire, relativement traditionnels. Alors, est-ce que vous pensez que ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou est-ce que, comme dans un certain domaine, on aura une accélération de l'histoire et que, en réalité, ce qu'on pourrait projeter peut-être sur quelques décennies, on aura une fulgurance et finalement, d'une certaine façon, le sujet est plié à moins de 10 ans, c'est-à-dire qu'à moins de 10 ans, tout le monde utilisera, saura utiliser. Alors, c'est un vaste sujet, mais on a été surpris, alors, je dis on a été surpris des premiers, parce que j'ai participé à la rédaction du rapport avec Bertrand et à avoir fait des entretiens, et puis Delcan, excusez-moi, et puis de lire toutes les contributions, et aussi de rencontrer beaucoup de petites entreprises. Et quand je dis entreprise, c'est tout secteur confondu, que ce soit des acteurs de la maîtrise d'œuvre, du monde de l'industrie ou des entreprises. Ils n'ont pas tant peur que ça, parce que quand ils regardent, quand ils testent un peu l'outil, ben, c'est des fois eux les premiers à dire mais pourquoi est-ce qu'en fin de compte on n'a pas eu cet outil beaucoup plus tôt. Tout à l'heure je parlais de mon histoire de visionneuse là. Eh bien quand sur le chantier à partir d'une tablette sans avoir un logiciel, sans rien, le peintre est en capacité de savoir la peinture Tartampion, où est-ce qu'elle est mise en œuvre, ou que le plâtrier, le chef de chantier, discute avec ses gars pour lui dire bon, bah là, les cloisons, c'est telle référence, des plaques haute dureté, alors il y en a dans telle pièce, et on le visualise. Les gens se disent mais c'est quand même plus facile que d'ouvrir un plan, de regarder un CCTP et de se poser plein de questions. Donc déjà, le premier pas, c'est de pouvoir donner accès à la totalité des acteurs
à pouvoir consulter cette maquette. Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont gratuits, il y a des viewers qui permettent à n'importe qui de lire. La génération qui arrive, ils sont tous nés avec une tablette dans les mains, hein, ou avec les jeux électroniques. Donc, ils n'ont pas cette appréhension de ce que ma génération a pu avoir par rapport à tout cet univers. Donc, déjà, l'outil ne va pas leur faire peur. L'information, ben, ils savent ce qu'ils ont besoin. Donc, il faut qu'en fonction du métier que je fais, je vois l'information dont j'ai besoin. Parce que dans une maquette, il y a tellement d'informations que si on voit tout, les gens n'iront pas. Donc, c'est là la pédagogie qu'il va falloir avoir. Et puis, l'autre jour, on parle formation, mais il y avait des profs en économie de la construction qui me posaient des questions, parce que, pour une fois, je suis très content, l'éducation nationale n'est pas en retard. Parce que moi, j'ai vu à une époque où on apprenait les formules de révision il y avait les BT qui étaient sortis, ils me l'ont expliqué encore, on faisait ça avec les index départementaux, donc il y avait quand même un peu des connexions entre la vraie vie et ce qui se passait. Là, la chance a été qu'un inspecteur général d'éducation nationale, qui avant était dans un lycée bâtiment, a utilisé l'outil et a vu ce que ça portait sur les élèves, ce que ça amenait sur les professeurs. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup de référentiels de formation, eh bien, on est en train de leur mettre une petite couche de BIM et de maquette numérique. Alors, j'ai dit aux profs, mais j'ai dit, attendez, oui, mais apprenez-leur le métier d'abord. Hein, parce que c'est pas parce qu'ils vont avoir un outil qu'ils vont savoir travailler. Donc il faut qu'on conserve les fondements du métier, parce que si on n'est pas un bon professionnel, on ne saura pas se servir de la maquette numérique. On ne saura pas aller chercher l'information. Voilà, si on ne sait pas comment fonctionne un bâtiment, on aura des problèmes pour travailler dans l'univers de la maquette numérique. Alors, est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Moi, je dis clairement qu'il ne faut rien imposer. Il faut donner envie, il faut faciliter la vie aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises, à la maîtrise d'œuvre qui va vouloir rentrer dans le système. Tout à l'heure, je parlais de la problématique de la plateforme collaborative. C'est là que tout va être l'enjeu. Est-ce qu'une collectivité locale, conseil régional, qui est en charge des lycées, eh bien, va dire, ben voilà, moi, pour gérer mon patrimoine, je vais avoir besoin de cette plateforme. Eh bien, je vais mettre, comme certains font, de mettre à disposition des acteurs des armoires à plans. Eh bien, le maître d'ouvrage va mettre à disposition une plateforme collaborative, et en fonction des phases, eh bien, c'est différents acteurs qui vont évoluer sur cette maquette. Alors là, c'est le monde idéal, la plateforme collaborative, on est tous dans le même univers. Je pense que si j'avais entendu ça pour pouvoir travailler dans l'univers de la maquette numérique, je ne serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'ai un cabinet qui a subi aussi la crise, donc j'ai un peu réduit la voilure. Je suis basé dans le Poitou-Charentes, et aujourd'hui j'ai 2 ou 3 architectes avec qui j'importe du format IFC. Mais on fait notre affaire ensemble, on travaille dans notre univers, et bon, bah, ceux qui sont à côté de nous, qui n'ont pas la possibilité de communiquer avec cet outil, bah, c'est pas pour ça qu'on travaille pas ensemble, et on essaye de convaincre les acteurs. Mais je pense que ça sera par l'exemple, par donner envie, et puis surtout à mettre à disposition les outils, mettre en formation, aussi bien la formation initiale que la formation continue, parce que franchement, c'est quelque chose qui donne envie. C'est-à-dire que quand on voit comment ça fonctionne, les gens, moi j'étais très surpris, en plus comment je vais dire, de ce que ça pouvait faire, en plus des choses qu'on n'avait pas imaginées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque acteur il va avec son a priori et par rapport à son métier de base, et se rend compte que ça peut lui amener une valeur ajoutée par rapport à ce qu'il faisait avant, parce que ça lui permet de résoudre de certains problèmes. Il ne savait pas comment les résoudre, et la maquette lui amène une solution. Merci. Je sais pas, un constat, une interrogation, une question vers vous, M. Guillot. Si je fais une comparaison, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quand on achetait une voiture, l'autoradio était en option et la climatisation aussi. Voilà. Et donc,
on constate aujourd'hui dans le niveau d'équipement des bâtiments, est-ce qu'on va avoir un peu le même type de migration? Aujourd'hui, on achète une voiture, il y a forcément la radio, il y a forcément la climatisation, c'est-à-dire voilà, et puis il y a forcément des feux anti-recul, etc. C'est-à-dire qu'on voit monter, je dirais, un niveau d'équipement, quelque part une offre de service, je dirais, associée aux objets. Est-ce qu'on pourrait caractériser dans le monde du bâtiment, tertiaire, collectif d'une part et individuel de l'autre, en tout cas je pense beaucoup à l'individuel, en quelque sorte émerger un niveau de standard. C'est-à-dire que, est-ce que demain, la gestion climatique, dont on sait qu'aujourd'hui on a des systèmes réversibles, la climatisation, la gestion à distance, est-ce qu'on voit émerger finalement des niveaux de standard de confort auxquels s'habituent les consommateurs et qui sont destinés à se généraliser à grande échelle? Alors que nos grands-parents ont connu une époque, bon, quand on avait l'eau chaude c'était bien, voilà, puis il y avait une ampoule dans chaque pièce. Voilà. Donc un peu une interrogation sur la montée du niveau de standard. Un constat, mais un peu une interrogation. Et comment vous le situez aujourd'hui? Alors je vais essayer de me dérober pour ne pas répondre. Parce que la solution, c'est mon ami qui l'a. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en ce qui concernait l'habitat, c'était le propriétaire, l'occupant, qui devenait acteur et prescripteur de ce qu'il avait besoin et ce qu'il avait envie. Ça, c'est une chose. Mais quand nous nous situons dans des appels d'offres publics ou privés, qui détermine toutes ces choses-là? C'est bien en amont. Moi, je suis dans la peau de l'installateur. Je suis prêt pour pouvoir tout réaliser. Nos adhérents ont de l'information, ont de la formation, se formatent à tout cela. On est capable de faire. Mais nous ne sommes pas les concepteurs. C'est bien ce que le BIM nous fait un peu peur d'ailleurs aujourd'hui, parce que j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, mais bon, on est au stade avec le BIM, je reviendrai quand même sur la question de fond, un petit peu comme il y a 10 ans ou 15 ans, photo argentique, photo numérique. Combien j'ai pris, on a eu des coups de gueule avec mes amis, mes copains, on disait de toute façon, l'argentique, ça vivra toujours, le numérique, c'est pas de qualité, c'est de la merde, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Puis bon, 10 ans plus tard, on s'aperçoit, ou 15 ans plus tard, que finalement, l'argentique, ça existe toujours pour le musée, pour les artistes, mais qui aujourd'hui, dans cette salle, continue à faire des photos avec de l'argentique. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais j'en suis pas sûr. Donc, moi, je pense que il y a de la demande, on va vers ça, mais nous, installateurs, parce que moi c'est bien dans la peau de l'installateur que je me situe, hormis la maison individuelle, le client particulier, pour tout ce qui est tertiaire, industrie, on répond à des demandes clients, mais qui sont aussi formatées par le client, par la maîtrise d'œuvre, dont mon voisin est acteur et va prescrire, ils vont prescrire tout ça, voir si ça rentre dans le coût, etc. Donc nous, on est capable aujourd'hui de s'adapter, les fabricants sont capables de s'adapter, et pour revenir quand même au BIM, je pense que ça va aller relativement vite. Si ce que j'ai entendu, mais là je parle sous ton contrôle, les appels d'offres publics, il va y avoir une obligation, il y a un délai. Alors est-ce que c'est est-ce que c'est acté ça ou pas? Non, bon, donc heureusement que tu étais là, sinon j'aurais peut-être dit une bêtise. Mais bon, tout ça va nous venir aussi, l'accélération, je pense, parce que tu parlais tout à l'heure d'objets, au lieu de me faire des traits. Oublions pas aussi, il y a les majors dans le monde de la distribution, de la construction, et le BIM les intéresse énormément, et là, je m'arrêterai là, on n'est pas là pour faire du lobbying ou de la... Mais bon, dès lors que, quand même, si vous avez bien compris, s'il y a des installateurs, des gens qui me ressemblent dans cette salle, j'ai dit en introduction que la peur n'évitait pas le danger et que la vérité ne devait pas faire peur. Mais on voit bien derrière le BIM, si demain matin le BIM est se généraliser, la marge de manœuvre pour les installateurs, quels qu'ils soient, dans les appels d'offres, où il y avait des possibilités, dans certains cas, de faire des variantes, de faire des... Bon, mais ok, il y a faire des variantes, etc., etc. On voit bien que si les choses restaient dans la présentation telle, j'ai pas vu les graphes tout à l'heure et les trucs, on voit qu'à la sortie de toute la nomenclature, il y a des lignes, des quantités, que on n'a plus qu'à mettre des prix au bout, et puis, vogue la galère, quoi. Bon, voilà, donc... nous, on est prêts, mais on n'est pas forcément moteur dans tous les cas. C'est quand même le cahier des charges qui va définir de ce que nous devons faire.
Alors, je vais te rassurer, dans le sens que, d'abord, non, mais il y a deux cas de figure. Il y a les marchés publics et les marchés privés. Je pense que dans le cadre d'un marché privé, on peut commencer à mettre des marques très tôt, parce qu'on est dans un cadre contractuel qui fait qu'on peut se parler. Dans le cadre d'un marché public, la notion de marque, elle n'existe pas. Moi, je fais des CCTP où il n'y a pas de marque. Donc, on est plus vers une performance. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on ait la même démarche au niveau de la maquette numérique. Et là, je me tourne vers les industriels, dans le sens que les fédérations industrielles, et j'ai rencontré, là, je vois, il y a des gens du béton qui sont là, mais j'ai rencontré les gens de la FIB, par exemple, qui m'ont dit, mais nous, on va s'atteler à faire des objets génériques qui vont permettre aux concepteurs de pouvoir travailler, et puis qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'appel d'offres. Et puis quand on sera au niveau de l'appel d'offres, eh bien on va faire une revue de projet de cette maquette numérique, où on va mettre les objets qui correspondent à ce que le maître d'ouvrage aura acheté à l'entreprise. Donc l'entreprise aura toujours son mot à dire dans une phase de négociation, et de voir quel produit final on va mettre. Et puis on m'a dit aussi, oui mais tu sais bien qu'en cours de chantier, des fois on change les prestations. Oui, effectivement, mais c'est pas un problème. Je veux dire qu'on remplacera l'objet A par un objet B. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment un challenge au niveau des fédérations de l'industrie de mettre en place ces objets. Et en plus, ces objets, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la définition de l'objet au stade esquisse, c'est pas la même définition que l'objet qui se fait au niveau de la phase de construction. Donc il y a un moment, on est intéressé plus par l'encombrement et la volumétrie de l'objet que des informations qui sont embarquées. Je veux dire que nos amis architectes, quand ils sont à la constitution de la maquette, ils ne savent pas forcément si c'est tel ou tel produit. Ce qui les intéresse au départ, c'est d'avoir répondu à un programme, d'avoir mis les pièces en communication les unes par rapport aux autres et que ça fonctionne bien. Et puis derrière, avec leurs pattes, d'avoir ce geste architectural qui va faire que le bâtiment qu'ils vont faire, il ne ressemble pas au bâtiment du voisin. Mais à ce stade-là, on n'est pas dans un degré de définition des objets au même stade qu'on est au stade de la construction. Donc il y a vraiment un énorme travail au niveau de la communauté du monde de l'industrie pour permettre à tous les acteurs de retrouver sa part du gâteau. Et surtout, de ne pas perdre son intelligence en devenant un simple exécutant. Merci beaucoup. Merci, tu m'as un peu rassuré là. Merci beaucoup. Je vais demander à Marisol de réagir, elle qui est chef d'entreprise, qui entend tout ça avec plaisir, et c'est pas votre réalité. Oui, bonjour. Donc Marisol, effectivement, je suis chef d'entreprise artisanale et je suis par ailleurs une élue CAPEB, donc je pense que j'ai une bonne vision de ce qu'est l'artisanat. Alors déjà, j'aime beaucoup votre approche très optimiste, enflammée, merveilleuse, et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, et je m'en excuse avant de dire ce mot, tronquée. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que quand vous nous présentez le BIM, en fait, à mon sens, alors peut-être je me trompe, hein, vous faites un amalgame, où vous présentez la chose d'une façon qui nous conduit à l'amalgame. Et je vais m'expliquer. D'une part, il y a ce que nous appelons aujourd'hui les outils numériques. Je vous rassure, les artisans, les entreprises, aujourd'hui, utilisent les outils numériques. Ils utilisent les outils numériques de gestion, comme il a été dit tout à l'heure, mais pas uniquement. Aujourd'hui, on utilise, on dessine en 3D, les charpentiers, les maçons, les plaquistes. Pas tout le monde, certes, mais petit à petit, il existe des outils. On travaille dans ce sens-là. Donc ça, c'est dessiner en 3D l'ouvrage que nous allons réaliser tous ensemble et qui va permettre à tous d'avoir les mêmes données de départ en termes de métrés, de matériaux, de coloris, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que le BIM, à ce niveau-là, n'apporte rien de nouveau, puisqu'on est sur la partie, réalisation d'un dessin 3D. Le BIM, ce qu'il propose, c'est en fait de modéliser toutes les données qui ont été intégrées dans le dessin de départ de façon à les rendre lisibles par tous. Ça s'appelle en fait mettre ce qui nous manque certes aujourd'hui, mais qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire au-delà d'un CCTP qui a été rédigé et qui édite corps de métier par corps de métier ce que chacun va devoir réaliser. En fait, c'est un outil qui propose un outil de coordination
écrit, détaillé, accessible par tous. Bon. Il me semble quand même que la façon dont vous le présentez et la façon dont c'est voulu, la grande peur qu'ont aujourd'hui les entreprises, notamment artisanales du bâtiment, c'est de se voir déposséder totalement de leur capacité d'échange, de conception et de prescription. Et je peux vous assurer que plus avancera le BIM, plus vous aurez en face les artisans, non pas pour reprocher, mais pour être force de proposition et pour proposer des alternatives qui aujourd'hui nous semblent beaucoup plus adaptées au marché de la construction, notamment au regard de l'entreprise artisanale. Je tiens à vous préciser quand même qu'il existe depuis très longtemps des plateformes collaboratives qui ont été mises en place par les organisations professionnelles qu'utilisent aujourd'hui les artisans, qui sont les outils de coordination avec lesquels nous communiquons avec les maîtres d'ouvrage, avec les maîtres d'œuvre, avec les bureaux d'études thermiques, et que donc le BIM aujourd'hui ne nous fait pas peur parce qu'il apporte de nouveau, nous fait peur parce qu'il nous semble être l'emprise que souhaite avoir le monde de l'industrie et des bureaux d'études sur la capacité des artisans à réaliser leurs ouvrages. Alors je voudrais vous rassurer, parce que la semaine dernière à la même heure, donc tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est que la maquette numérique, le BIM, devait à chaque acteur de ne pas perdre leurs possibilités. Donc je pense que j'avais répondu à déjà votre question. Et puis la semaine dernière, j'étais chez vous et j'avais devant moi tous les présidents des unions de métiers, parce que vous avez nommé un monsieur BIM aussi à la CAPEB. Et bon, on a pu échanger différemment. Et je veux dire qu'il n'y a pas de souci. Les entrepreneurs de la CAPEB n'ont pas de souci à avoir aujourd'hui parce qu'ils ont déjà aussi leurs idées, ils ont développé des choses. Mais en face de moi, j'avais un charpentier, j'avais un maçon, j'avais un peintre, j'avais un électricien, j'avais un plaqué. La matinée s'est passée d'une façon la plus sereine possible. Et Sabine Baseli, qui sera là cet après-midi, m'a dit je ne sais pas ce que tu leur as fait, je ne sais pas le langage que tu leur as donné, mais ils sont repartis boostés et ils ont vraiment envie d'y aller. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, un grand merci aux intervenants dont je sais.